continuer avec l'intervention de Pablo Diaz, qui fait partie de la commission d'éthique de la recherche de l'Université de Lausanne, c'est vrai? Entre autres. Merci. Est-ce que ça fonctionne? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici parmi vous pour parler de ces questions qui me préoccupent au quotidien. Et je suis content de voir que ça continue de générer de l'intérêt et des débats et des discussions. Donc, je m'appelle Pablo Diaz. Je suis le coordinateur de la commission d'éthique de l'Université de Lausanne. Je suis également adjoint aux questions d'éthique, donc je suis là pour répondre aux questions existentielles des chercheuses et des chercheurs lorsqu'ils ou elles en rencontrent. Je suis également chargé de recherche chez Force, qui est une fondation qui s'occupe, entre autres, d'archiver des données en sciences sociales, où je fais de la recherche et du soutien en gestion de données personnelles et sensibles, notamment qualitatives. Donc je travaille beaucoup avec les personnes qui utilisent des méthodologies proches de l'anthropologie, de la sociologie, etc. Et je suis donc sociologue du politique de formation, donc je vais parler à partir de ce point de vue-là et de ce rattachement institutionnel-là. Donc les enjeux éthiques de l'Open Research Data, vaste programme. Avant toute chose, qu'est-ce que l'éthique? Bon, l'éthique à la base, c'est quand même une sous-discipline de la philosophie, donc c'est quelque chose quand même qui est de l'ordre de la réflexion, c'est une étude des valeurs qui sous-tendent une société. Là, dans la recherche, l'éthique ici, on va la comprendre comme une réflexion critique et située en vue de bien faire. C'est pas beaucoup moins abstrait, surtout quand on parle de bien faire et de valeurs. Mais en gros, c'est plus ou moins l'état d'esprit dans lequel il faut être quand on veut aborder une question à partir de l'éthique. Donc une réflexion critique et située veut dire qu'on n'est pas dans quelque chose de figé à la base. Alors ça tranche un petit peu avec la vision qu'on a de l'éthique, comme quelque chose de bureaucratique. Aujourd'hui, quand on parle d'éthique de la recherche, on pense directement aux différentes chartes, aux différentes règles, aux lois, aux commissions d'éthique, à des procédures parfois interminables et coûteuses, en temps et en argent aussi, et à des règles à suivre. Pour rentrer dans les standards, l'éthique à la base, c'est pas ça, c'est vraiment à la base une réflexion critique, donc quelque chose de pas situé. Donc ce n'est pas égal à la morale, qui sont un peu les valeurs, la liste des valeurs et des règles qui régissent une société. Ce n'est pas non plus la déontologie. Moi, je reçois beaucoup de questions déontologiques, mais la déontologie, en gros, c'est des règles plus ou moins figées qui vont régir des activités au sein d'un groupe professionnel. Donc l'éthique, c'est pas ça. C'est pas non plus la loi, même si évidemment ça s'en rapproche, vu que la loi formalise des principes. Et on verra pourquoi. C'est pas non plus la loi, donc c'est pas quelque chose de figé. Donc on est dans quelque chose d'éthique, on est dans la réflexivité. Ça répondra peut-être en partie à la question qui était posée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des règles qui se posent, qui peuvent rentrer en contradiction, en tension avec certaines choses? C'est là que l'éthique rentre en compte. Comment est-ce qu'on cherche la balance? Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre? Alors, je rentre tout de suite avec une citation que j'aime beaucoup. C'est extrait d'un livre qui s'appelle « Enquêter de quel droit ?» qui est coordonné par Sylvain Laurence et Frédéric Nerat. Donc là, on a un extrait, un témoignage d'une chercheuse turque basée à Bordeaux qui travaille sur le Parti des travailleurs en Turquie et qui nous dit la chose suivante. Un jour, une belle journée ensoleillée, en juillet 98, je me suis retrouvé entre les mains de policiers. Ils sont arrivés soudainement, ils m'ont fait monter brutalement dans une voiture et ils m'ont emmené pour l'interrogatoire. Ils ont saisi tous mes documents de travail et ont commencé immédiatement à m'interroger sur cette recherche et sur les gens à qui j'avais parlé. Je leur ai dit que je travaillais beaucoup avec des groupes d'exclus et qu'un tel travail reposait sur le respect de l'anonymat des personnes interviewées, et qu'en ce sens, il m'était impossible d'informer la police. Pour cette recherche, je m'étais d'ailleurs engagé expressément auprès des personnes interviewées, leur garantissant de ne pas révéler leur identité. C'était un problème éthique pour moi et une condition de l'enquête sociologique. Je ne pouvais pas donner les noms. Alors ce cas est très intéressant parce que là, on est directement dans une tension entre éthique, d'accord, qui est mentionnée par la chercheuse elle-même, et le droit tel qu'exercé par un groupe investi d'autorité étatique, la police. Donc ce que j'ai envie de vous dire, et ça va un petit peu dans le sens d'une réponse à la question tout à l'heure, c'est pas parce que c'est légal que c'est forcément éthique, d'accord? On peut avoir l'obligation légale de partager des matériaux et choisir de résister. Donc ça, c'est le cas qu'on a eu avant. Résister à la police engendre un certain nombre de problèmes, n'est-ce pas? Ces personnes-là peuvent vous saisir. En l'occurrence, Pinar Selek, je ne sais pas si elle s'en est sortie, mais en tout cas a subi au moins 12 ans de procès, parce qu'elle ne voulait pas donner ces enquêtés. Donc c'est long, c'est coûteux, c'est la prison, c'est une stigmatisation, une impossibilité de poursuivre son terrain, quand son terrain, voilà, c'est une zone sensible. Donc on peut avoir l'obligation légale et ne pas le faire. Moi, j'ai souvent des chercheuses ou des chercheurs qui travaillent dans des régimes autoritaires qui me disent « Bon, là, je peux me faire saisir mes données à la douane. » La police a le droit de le faire, la douane a le droit de le faire. C'est dans les lois des pays qui sont visités.
Mais ils disent, je ne peux pas le faire, du coup ils trouvent des stratégies pour que ces données ne restent pas sur leur disque dur, etc., etc. Ça m'amène à une parenthèse, peut-être que vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est pas parce qu'on a des données très sensibles qu'on ne peut pas partager qu'il ne faut pas les gérer. Au contraire, plus elles sont sensibles, plus il faut bien les gérer de sorte à ce qu'elles soient dans des environnements sécurs, afin de protéger précisément les personnes qui sont concernées par ça. Donc on peut avoir l'obligation et choisir de résister pour plusieurs raisons. On peut aussi avoir le droit de partager des matériaux et choisir de ne pas le faire ou de le faire partiellement. J'insiste un peu sur le partiellement parce que en fait, l'open science, l'open data en l'occurrence, repose sur les principes qu'on appelle FAIR. D'accord ? Donc, findable, accessible, interoperable and reusable. Le A de FAIR, c'est accessible. Accessible, ça ne veut pas dire ouvert. Donc, selon ces principes sur lesquels repose la science ouverte, on peut avoir des matériaux qui sont accessibles et non pas ouverts. Moi j'aime bien imaginer un peu les choses de manière géographique. Imaginons, j'ai envie d'aller au Pentagone, rentrer dans les bâtiments. Je sais exactement où est le Pentagone, je peux en avoir les coordonnées, d'accord ? Ce bâtiment est techniquement accessible, mais accessible à condition, il faut que j'ai un badge. Je pense que si je me pointe, moi, ils ne vont pas me laisser rentrer. Le bâtiment est quand même accessible, d'accord ? Il y a la possibilité d'accéder à certaines conditions. Donc, on peut choisir de partager ou pas, certaines, ou à condition. Donc ça, c'est possible. Et d'ailleurs, le FNS permet des exceptions éthiques. Donc on disait certains bailleurs peuvent insister sur le fait qu'il faut partager ces matériaux. Une réponse simple, on ne peut pas vous demander de faire quelque chose d'illégal au nom de la science. C'est pas possible. Donc là, il y a des arguments effectivement forts que l'on peut opposer. Maintenant, il faut être de bonne foi, il faut que ce soit réel. Et pas, parce que effectivement, un bailleur ne va pas se satisfaire de « c'est des données sensibles, je ne peux pas ». Il faut le justifier, c'est important de le justifier, mais c'est permis. Alors ce genre de cas existe, quand on travaille avec des militantes ou des militants politiques, souvent c'est « prenez mon témoignage et portez-le en mon nom ». Et là on se dit « ouais, mais le contexte est quand même tendu, chaud. Cette personne risque quelque chose. Est-ce que moi, j'ai envie d'être responsable du fait que cette personne se fasse attraper et puis qu'il lui arrive je ne sais pas quoi ?» Il y a beaucoup de pays dans lesquels il y a des exécutions extrajudiciaires, etc., etc. Donc on n'a peut-être pas toujours envie de le faire. Et là, justement, c'est intéressant parce qu'il y a eu justement une question qui allait dans le sens de est-ce que c'est du coup vraiment éthique d'anonymiser des gens ? Ah bah là, de nouveau, on est dans cette question de l'éthique, enfin de la réflexivité. Il y a énormément de critiques à l'anonymisation. Là, on est dans un cas extrême où on se dit il y a des gens qui risquent leur vie. Mais toutes les personnes ne risquent pas leur vie. Il y a beaucoup de populations qui disent mais historiquement, on a tout plein d'anthropologues, hommes, blancs, qui viennent chez nous, signent des livres en leur nom, font des carrières faramineuses. Et nous ? Rien. On est venu, on nous a exploités, et qu'est-ce qui s'est passé ? Donc vous voyez, c'est des questions complexes, des choses qu'il faut se poser. C'est pas parce que c'est éthique, etc., qu'il faut absolument anonymiser, c'est des questions qu'il faut se poser, il faut essayer d'avoir une réflexivité sur la performativité justement de tous ces outils de gestion de données, mais aussi sa possibilité de protéger les gens, en sachant que le cadre actuel de l'open science le permet aussi. Le FNS vous dira jamais, on ne reçoit pas, enfin c'est pas recevable votre argumentaire éthique, peu importe ce qui va arriver à vous enquêter, publiez vos données. Donc, à partir du moment où on déploie un argumentaire important, enfin justifié, ça fonctionne. Maintenant, l'histoire. Pourquoi, du coup, est-ce qu'on en est venu à avoir un peu tout ce cadre, parce que ces règles, etc. Il y a une raison à tout ça. Mais il se passe qu'apparemment, l'être humain aime bien fonctionner par erreur, 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 essai. Alors, quelques jalons. Déjà en 1667, c'est intéressant, parce que ça, c'est des jalons qui ont posé un peu la formalisation de l'éthique. On a eu Jean-Baptiste Denis, qui a eu une idée, il s'est dit, tiens, parce qu'à l'époque, c'était à travers le sang qu'on pouvait aborder la folie. On se disait, les gens qui sont fous, les gens qui sont déments, ils ont un problème avec leur sang, ils ont le sang chaud. Donc, l'idée, c'était, tiens, si on leur mettait du sang d'un animal un peu plus doux, par exemple des veaux, peut-être ça va les calmer. Elle a fait des tests. En fait, ça les calme. Effectivement, c'est indéniable. La première fois, ça a calmé la personne, qui est devenue un peu noire, et qui s'en est remise, et qui est redevenue folle. Et il a réessayé. Là, cette fois, calmé pour de bon. Ce qui est intéressant là, c'est que la faculté de médecine de Paris a réagi en disant, bon, la prochaine fois, on aimerait avoir un regard là-dessus, quand vous voudrez réessayer des choses, passez par nous. Alors, quelques centaines d'années plus tard, Albert Neisser a inoculé la syphilis à des prostituées, ça s'est passé en Prusse. L'État a réagi en disant, ça fait mauvaise presse pour la science, c'est pas bon, il faut qu'on ait un droit de regard sur la science. Et là, on a la première directive étatique qui est apparue. Donc ça date quand même, mais c'est toujours en réaction à des problèmes. Parce que là, en l'occurrence, c'est les familles qui se sont mobilisées, etc., etc.
Ensuite, le premier jalon qu'on pose historiquement, en règle générale, l'histoire de l'éthique, on la commence à Nuremberg. Donc les médecins nazis dans les camps de concentration ont essayé toutes sortes de choses, ont fait des expériences sur les prisonnières et prisonniers, notamment tester la résistance à l'eau froide, donc l'hypothermie, avec des visées militaires. Donc on se disait, tiens, si on a nos pilotes qui se font descendre sur la Baltique, est-ce que ça vaut la peine de déployer des secours, ou alors est-ce qu'ils vont être morts bien avant qu'on arrive? Donc ils avaient une clientèle captive, là, obligée de participer à ça. Il y a eu un code donc lors du procès, un code qui est un code militaire, hein, c'est une loi militaire, donc ça n'a pas eu vraiment énormément d'effets, mais en tout cas ça a eu un retentissement clair. On s'est dit tiens, parce qu'avec justement toute la vision d'Hannah Arendt de ce procès, on s'est dit mais ces gens c'était des fonctionnaires, on peut pas juste dire que c'était des monstres, c'était vraiment des chercheurs qui ont essayé des trucs, donc il va falloir réglementer un peu la recherche à partir de maintenant. Ça n'a pas arrêté les gens, hein. Donc il y a eu quand même la Seconde Guerre mondiale avec des essais quand même connus, etc. Aux États-Unis, on a continué à mener des tests un peu très discutables, hein. On a infecté des enfants handicapés avec de l'hépatite, des enfants qui n'étaient pas capables de discernement, hein. Donc c'était de nouveau là une population captive. Et l'idée était toujours de regarder comment les maladies se déploient, hein. Donc c'est facile, on a envie de voir ce qui se passe. Le suspense insoutenable fait que là, on a une clientèle. Entre 1932 et 1972, on a fait ça avec une population afro-américaine, donc pendant 40 ans quand même. On a observé des gens pour regarder comment la syphilis, alors qu'on avait découvert les bienfaits de la pénicilline. Donc ça a créé un scandale monumental quand c'est sorti au jour en 1972. Chose intéressante, un des directeurs du département de la santé américain a justifié le bienfait de cette étude en disant le statut de ces hommes ne requérait pas un débat éthique, c'était des sujets, pas des patients, du matériel clinique, pas des malades. Dans les années 60. Hein. Donc vous voyez, on commençait à comprendre pourquoi, parce que tout à coup on s'est dit, il va falloir réguler maintenant. Donc ça vient pas de nulle part. Au secours. Je suis bloqué en 1972. Les sciences sociales, même chose. En 1961, l'expérience de Milgram sur l'obéissance à l'autorité, bien connue. 1971, Zimbardo, donc Zimbardo s'est dit tiens, ça pourrait être intéressant dans les sous-sols de Stanford de recréer l'ambiance pénitentiaire avec un groupe de personnes qui seraient des gardes et un groupe de personnes qui seraient des prisonniers. Folle ambiance, au bout de 48 heures, il y a déjà eu des émeutes, des gens qui avaient été recrutés d'ailleurs pour leur santé mentale reconnue comme étant stable, comme quoi l'être humain quand même. Dans les années 60, Lud Humphrey, donc ça c'est un cas assez intéressant. Donc c'est un sociologue qui voulait regarder, qui s'intéressait aux relations homosexuelles dans les toilettes publiques, donc il y a quelque chose de bien connu. Donc il s'est fait recruter comme ce qu'on appelle watch queen, donc quelqu'un qui va autour de ces toilettes qui sont sur les aires d'autoroute et qui regarde si la police arrive et avertit. Sauf que ce qu'il a fait, ça a été de regarder qui venait, noter les plaques d'immatriculation, puis ensuite à recontacter ces personnes une année plus tard, avec une fausse barbe, un déguisement, se faisant passer pour quelqu'un du département de la santé qui venait passer un questionnaire sur la santé sexuelle des gens. Ces personnes-là n'avaient aucune idée qu'ils avaient déjà été observés. Bon, il en a sorti des résultats assez intéressants, hein. Plus de la moitié de ces gens étaient des gens mariés, il y avait des pasteurs, etc. Donc vous voyez, il y avait quand même un intérêt à savoir ça, et ça n'aurait pas été possible sans ça. Néanmoins, ça a été une catastrophe, un énorme dégât d'image pour son université. Elle n'a d'ailleurs jamais eu sa thèse, hein, etc. Mais dégâts d'image relayés par la presse. Donc dans le Washington Post, quelqu'un a dit on était tellement préoccupés à défendre notre vie privée des assureurs, des gens du contre-espionnage, des détectives privés de divorce, etc., qu'on a complètement oublié les sciences sociales. Behind the hunting blinds, we're also peeping into what we thought were our most private and secret lives. Donc vous voyez, dégâts d'image considérables contre les sciences sociales. Donc à partir de là, c'est clair que quand des scandales éclatent dans la presse, on commence à se dire il va falloir se protéger. Donc, protéger les gens, mais aussi protéger les institutions en montrant qu'en fait, on est quand même des institutions sérieuses et on ne vise pas à faire du mal. Les conséquences de tout ça, c'est qu'il y a eu une importante réglementation de la recherche qui s'est imposée à une longue succession d'abus. Donc c'est parce qu'il y a eu des abus qu'il y a eu une réponse. C'est ça aussi pour bien comprendre le pourquoi de l'existence des commissions. C'est pas parce que je pilote une commission que je dis ça, parce qu'on peut comprendre qu'il y a une histoire et que cette réponse était nécessaire. Ça me fait penser à un directeur de l'école dans laquelle j'étais quand j'étais petit, qui un jour est venu nous présenter le règlement de l'école, sur tout ce qui était interdit. Il y a des choses qui nous ont bien fait rigoler, parce qu'on s'est dit, mais ils sont fous, ils ont vraiment tout prévu. Et il a dit, si c'est dans le règlement, c'est que c'est arrivé au moins une fois.
Dites-vous que tous les scénarios catastrophes contre lesquels on se prémunit sont arrivés au moins une fois. Donc, dans le doute, on réglemente. Donc, on a des chartes, on a eu de plus en plus de chartes, il y a des rapports, il y a des lois et des comités d'éthique. Dans le monde anglo-saxon, aujourd'hui, c'est très difficile de passer entre les mailles d'un comité d'éthique. Au Canada ou aux États-Unis, c'est quelque chose de très commun. Donc moi, quand j'ai des chercheuses ou des chercheurs qui viennent en visite à l'université de Lausanne, ils me disent on veut passer par la commission d'éthique. Moi, je leur dis c'est pas obligatoire, c'est uniquement si vous voulez. Ils disent mais comment ça, c'est pas obligatoire? Mais c'est dans les routines. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui s'est vraiment imposé. D'autant plus que ce que j'ai présenté là, c'est un peu biaisé, mais en tout cas, vient principalement des États-Unis. Et du coup, la protection des participantes et participants au projet de recherche est devenue une préoccupation centrale à cause de l'opinion publique, est devenue une préoccupation centrale au sein des institutions et au sein des gouvernements. C'est pour ça qu'on a des lois, c'est pour ça qu'on a des règlements. Alors, on a des lois et des règlements qui vont cristalliser un certain nombre de principes. Ces principes ont été reconnus comme étant les principaux manques, les principaux manquements à la morale ou à l'éthique. Donc le premier, c'est l'autonomie. De toutes ces expériences, on s'est dit maintenant il va falloir défendre 3 grands principes. Le premier étant l'autonomie, c'est vraiment la pierre angulaire de l'éthique. Quand on pense à l'éthique, on pense en premier à l'autonomie. Donc le fait que chacune et chacun doit pouvoir être autonome, et autonome comme un droit. Le respect de l'autonomie consiste à reconnaître la capacité d'une personne à faire des choix personnels. C'est ce qu'on appelle autrement l'autodétermination. Et c'est sur ce principe que repose la notion de consentement libre et éclairé. Donc c'est parce qu'on est censé assurer l'autonomie, défendre l'autonomie des gens. D'accord ? Je ne peux pas vous forcer à participer à un projet de recherche. C'est pour ça qu'un consentement est toujours nécessaire quand on veut recruter des gens dans un projet de recherche. D'accord ? Il n'y a aucune loi qui oblige les gens à participer à des projets de recherche, donc ce sera toujours sur une base volontaire. Et on doit respecter le fait que ça doit reposer sur une base volontaire, donc l'autonomie est importante, on a le droit de s'autodéterminer. Pas uniquement au niveau de la protection des données, le simple fait de participer. D'accord ? On doit pouvoir être libre de faire plus ou moins ce qu'on veut, dans le cadre de ce qui est permis. Deuxièmement, bienfaisance et non-malfaisance. C'est 2 choses qui sont 2 faces de la même médaille, mais c'est quand même 2 choses qui sont distinctes. D'accord ? C'est l'obligation morale de maximiser le bénéfice potentiel et de limiter au minimum le dommage potentiel. Donc il doit toujours y avoir un certain bénéfice à une recherche, il doit avoir une certaine valeur, comme on le dira tout à l'heure, et les dommages doivent être minimaux. C'est difficile de savoir ce qu'est un dommage minimal, mais disons le risque 0 n'existe pas, on va partir du principe qu'on ne doit pas faire courir trop de risques à une personne, en tout cas pas beaucoup plus que le risque normal de sortir dans la rue. C'est clair que si vous convoquez quelqu'un pour un entretien et que cette personne se fait malencontreusement shooter par un bus, on ne pourra pas vous imputer la responsabilité de l'avoir fait sortir de chez elle, vu que la personne serait probablement sortie pour faire autre chose. Mais en tout cas, le risque doit être minimal. Et finalement, la justice, il s'agit de veiller à ce que les bénéfices de la recherche ne soient pas acquis au détriment de ceux qui en supportent les risques et les contraintes. Et là, j'ai mis métaphore de l'omelette. Il y a mon homologue à l'université d'Ottawa qui un jour a sorti cette métaphore que je trouve intéressante. Faire une recherche, c'est comme faire une omelette, d'accord ? On casse un œuf et on prépare un plat. Là, l'idée, c'est de se dire à qui on a pris les œufs, comment on a préparé l'omelette et à qui on la sert. Et comment surtout on prend les œufs. Donc si, imaginez, on prend des œufs de force à des pauvres pour servir ensuite une omelette à des gens riches, c'est pas juste. Voilà, c'est la même chose. Si on contraint des gens à nous donner des données pour ensuite produire des résultats qui ne seront redistribués qu'à certaines populations privilégiées, ça ne va pas. Et ça, dans le biomédical, c'est clair. Quand on veut développer des médicaments qu'on utilise comme participantes et participants à des tests des populations vulnérables pour ensuite vendre ces médicaments à prix exorbitant que à ceux qui peuvent se le permettre, c'est pas juste. Donc ça, c'est un peu les 3 grands principes et la métaphore de l'omelette aide à comprendre comment ils s'articulent. Du coup, de manière un peu plus précise, les exigences pour la recherche, c'est les suivantes. Donc, une étude doit comporter une valeur sociale. C'est pas qu'on doit révolutionner le monde. C'est clair qu'en sciences sociales, les résultats sont un petit peu moins flamboyants qu'en ingénierie, des matériaux ou autres. C'est mon point de vue. Je pense pas que ma thèse a révolutionné la chose comme quelqu'un qui aurait découvert un matériau qui va permettre aux voitures de rouler avec moins d'essence. Mais disons, il doit y avoir une valeur, ne serait-ce que quelque chose dans son champ. Ça peut fonctionner aussi pour des travaux de qualification. Si le fait de faire une recherche dans le cadre d'un travail de master permet à une personne qualifiée de rentrer dans le monde du travail, ce travail a aussi une valeur sociale. Mais ça doit apporter quelque chose. Une étude doit aussi satisfaire aux exigences de la méthodologie scientifique. Donc il faut que ce soit quelque chose de reconnu comme tel. La méthodologie scientifique et sa légitimité, évidemment, c'est des choses qui sont situées donc, au sein de nos disciplines. Et ça fonctionne évidemment par un contrôle des pairs. On doit satisfaire aux exigences du champ. La sélection des participants doit être équitable, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, rapport bénéfice-risque doit être favorable, une évaluation indépendante des risques
et des enjeux éthiques est nécessaire. Donc c'est ce qui va expliquer le pourquoi avoir des commissions. Un œil externe est souvent nécessaire et de fait à l'intérieur des commissions il y a souvent un aspect pluridisciplinaire parce qu'on aime bien avoir un regard externe. C'est clair qu'il y a quelque chose de bien à être proche des personnes qu'on évalue, mais il y a aussi quelque chose de très salutaire à avoir des regards externes. Et finalement, le respect est dû aux participants pendant toute la durée de l'étude et après son achèvement. Alors maintenant, bien que l'éthique ne soit pas égale au droit, et c'est tout de même formalisé dans un certain nombre de textes juridiques. Donc on a discuté tout à l'heure de protection des données. Ces protections des données reposent sur des valeurs morales. Hein. Et je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, il faut savoir qu'il y a effectivement des lois métiers, des lois un peu plus spécialistes. Et je vais toucher 2 mots sur la LRH. Si un projet porte sur l'étude des maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain, on va devoir appliquer la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain, la LRH. Et je vais en parler aussi parce que, évidemment, comme je vous l'ai dit, l'éthique a une histoire biomédicale et c'est la loi biomédicale qui cristallisera le mieux comment est-ce que ces différentes valeurs se déploient. Donc la LRH est entrée en vigueur en 2014. Elle fixe le cadre normatif de l'interaction entre participantes et participants à la recherche et chercheurs. Elle vise à protéger la dignité, la personnalité et la santé de l'être humain dans le cadre de la recherche. Donc vous voyez, on est toujours dans la protection des personnes. L'éthique, c'est ça, c'est une réflexion située en vue de faire bien. C'est surtout une réflexion qui vise à protéger les gens. Donc typiquement, moi, mon job, c'est de faire en sorte que les participantes et participants soient protégés. Vraiment un travail de soin en quelque sorte. Donc l'objectif, c'est toujours celui-là. C'est pas de, en premier, protéger les données ou protéger la carrière des chercheuses et des chercheurs. C'est avant tout de protéger les gens avec qui on travaille. Parallèlement, cette loi poursuit les buts suivants: aménager les conditions favorables à la recherche sur l'être humain, en garantir la qualité et en assurer la transparence. Donc le but est quand même qu'on puisse faire de la recherche. On le disait tout à l'heure, on n'est pas censé être des stoppeurs. Moi, dans mon job de soutien, je suis censé être un facilitateur. Enfin, il faut toujours essayer de se mettre dans cette peau-là, de se dire, OK, on a envie de poursuivre cette recherche, on a envie de pouvoir l'amener au bout, très bien, on va le faire. Maintenant, comment est-ce qu'on va le faire pour être le plus respectueux, la plus respectueuse possible? C'est ça, finalement, l'enjeu. Donc, elle se déploie comme ça. Donc, il y a la loi générale, qui est ensuite précisée par 3 ordonnances. Il y a l'ordonnance clinique, l'OCLIN, qui va préciser tout ce qui va toucher aux recherches cliniques, donc qui vise, en gros, à produire des traitements. L'ordonnance ORH, qui va plutôt travailler sur les projets de recherche qu'on va appeler observationnels, donc où vont rentrer notamment les recherches plutôt en sciences sociales. Et l'ordonnance organisation qui va plutôt, elle, spécifier comment se déploient les différentes commissions d'éthique. Alors, quand est-ce que la LRH s'applique? La LRH s'applique à la recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain, pratiquée sur des personnes décédées, des embryons et des fœtus, sur du matériel biologique, sur des données personnelles liées à la santé. Elle ne s'applique pas à la recherche pratiquée, notamment sur du matériel biologique anonymisé ou sur des données liées à la santé qui ont été collectées anonymement ou anonymisées. Ça renvoie à ce qui a été dit tout à l'heure. À partir du moment où vous travaillez avec des données qui peuvent être considérées comme étant totalement anonymes, en règle générale, vous contournez la loi. Alors, il peut y avoir d'autres types de lois qui s'appliquent, des lois en termes de copyright ou autres, mais disons que les lois protection des données, quand on a des données qui sont totalement anonymisées, ne s'appliquent pas parce que ce type de lois sont des lois de protection de la personnalité. On ne peut pas estimer qu'il y ait une personnalité derrière quelque chose d'anonyme. Même chose quand les gens meurent, ce type de loi arrête de s'appliquer. Il y a d'autres lois qui peuvent s'appliquer, comme le respect des morts ou bien le respect de la famille, mais en tout cas, les droits à la personnalité ne s'appliquent pas. Alors, ce qui est important ici, c'est que la LRH s'applique aux recherches sur les maladies et sur la structure et le fonctionnement du corps humain. Donc, à partir du moment où on n'étudie pas une pathologie, ou à partir du moment où on ne s'intéresse pas au fonctionnement du corps, on ne va pas appliquer cette loi. Après, ça peut être plus ou moins subtil, mais disons que la première question qu'on se pose, c'est celle-là. Est-ce que je travaille sur une pathologie? Est-ce que j'ai envie d'éclairer ou non une pathologie? Ou est-ce que je m'intéresse au mouvement du corps? On peut s'intéresser au mouvement du corps sans s'intéresser aux maladies. Par exemple, mes collègues qui travaillent dans l'Institut des sciences du sport regardent de la mécanique. Donc, ils font courir des gens sur des tapis, ils regardent comment fonctionne un genou. Ça rentre là-dedans, alors qu'ils ne travaillent pas forcément sur une pathologie. Quelqu'un qui va travailler sur un trouble mental ou sur un trouble physique va être soumis à ça. Je parle bien de troubles parce que, par exemple, en psychologie, on va travailler sur la psyché, mais si c'est le fonctionnement normal, il n'y aura pas de problème. Si on est dans l'ordre du problème, ça rentre un peu plus. Donc, les questions qu'il faut se poser, c'est les suivantes. C'est déjà, quels sont les objectifs de ma recherche? Est-ce que le but est d'établir ou de préciser un diagnostic? Si on est dans ce type de questionnement, il vaut mieux se diriger vers la LRH.
Si le but est de contribuer à la compréhension d'une maladie ou du fonctionnement du corps humain, pareil. Est-ce que c'est ça l'objet? Parce que parfois, des gens travaillent dans le domaine de la santé sans forcément s'intéresser à une pathologie. Par exemple, au fonctionnement d'un service hospitalier. Ou peuvent travailler avec des données de santé mais ne veulent pas travailler concrètement sur une maladie. On peut se poser la question. On se pose aussi la question concernant les données et les méthodes. Est-ce que le projet prévoit de récolter des données de santé objectives? Ça, c'est des questions qu'on a dégagées en discutant avec la commission cantonale d'éthique Vaud. Donc, eux, par exemple, ils disent que si c'est des données de santé subjectives, on peut se poser la question si on est vraiment concerné par la LRH ou pas. Donc, disons que c'est des indicateurs, hein. Ça n'a pas force de loi, mais en tout cas, c'est des indicateurs. Est-ce que le projet inclut l'utilisation de matériel biologique humain ou est-ce que les participants sont recrutés sur la base d'une maladie? Ça, c'est important parce que, typiquement, j'ai eu le cas de chercheurs qui travaillaient sur des diabétiques et comment ils se déplacent dans la ville. D'accord? Donc, c'était une visée plutôt géographique. Donc, comment est-ce qu'ils utilisent le transport, etc., etc. La commission a dit, ouais, alors c'est clair que le but là était plutôt de voir comment ces gens se redistribuent, utilisent les transports, se déplacent. Donc l'objectif même n'était pas d'éclairer totalement la maladie. Mais ça peut glisser. Ça peut glisser simplement parce qu'il y a eu recrutement sur la base d'un diagnostic. Ce qui caractérise la population de manière assez claire, c'est qu'on s'intéresse à des diabétiques. Donc très vite on peut glisser et sachez que les commissions cantonales peuvent prévoir les utilisations futures. Donc, quand on écrit un protocole à soumettre au CER, vaut mieux voir si c'est une possibilité de glissement, parce qu'en tout cas, les expertes et les experts pourront dire « Ah, mais là, attention, vous avez recruté sur la base d'un diagnostic. » Il se peut que ça glisse. Et s'il peut y avoir, enfin, ils anticipent en tout cas des usages futurs. Les conséquences de ça, c'est qu'il y a un passage obligatoire par une commission d'éthique cantonale, et puis c'est là où surtout on a des chercheuses et des chercheurs qui disent mais comment est-ce que je fais maintenant pour éviter de passer par la commission cantonale? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'écrire le truc de sorte à ne pas passer par la loi? Sachez qu'en cas de doute, il y a sur le portail BASEC, donc le portail de SwissEthics, une plateforme dédiée à une clarification des compétences, donc on peut présenter le projet et demander si c'est du ressort ou pas de la LRH. C'est quand même un processus qui est assez long parce que l'expertise qu'ils en font est assez rigoureuse, donc ça revient quasiment au même que de faire expertiser le projet. Mais disons qu'à partir du moment où on rentre dans les clous de ce que j'ai présenté avant, il y a un passage obligatoire par une commission d'éthique, il y a une réglementation stricte de l'information et du consentement et une réglementation stricte en matière de réutilisation. Bon, ça c'est vous expliquer donc ce qu'on disait avant, c'est les commissions d'éthique, elles ont été regroupées. Hein, donc si jamais la commission cantonale enfin même si elle s'appelle CERVD, va prendre en charge d'autres cantons. Par exemple Fribourg quand les protocoles sont en français, Neuchâtel, Vaud et Valais quand les protocoles sont en français. Donc en fait on est parti avant, en 1990 il y avait 50 commissions d'éthique et à partir de 2019 il n'y en a plus que 7. Maintenant, le consentement éclairé, on l'a dit tout à l'heure, mais juste pour rappeler 2-3 choses, c'est la pierre angulaire du système de protection des participants. Comme on l'a vu avant, c'est ce fameux principe d'autonomie qui est vraiment au centre du dispositif éthique. Et dans le cadre de la recherche sur l'être humain, c'est un petit peu plus sévère que dans le cadre normal, dans le sens où ce consentement doit être donné par écrit. La règle, c'est ça, c'est l'écrit. Sous les régimes de protection des données normaux, on peut avoir des consentements oraux, il n'y a pas de problème. La LRH pose l'écrit comme étant la règle. Il y a des exceptions possibles quand c'est des projets qui sont à faible risque. Donc la loi en tout cas l'explique de manière assez claire, mais il faut savoir que la règle c'est quand même par écrit, il doit être éclairé et révocable en tout temps sans justification. Un délai de réflexion raisonnable doit en outre être accordé aux participants avant qu'ils puissent se déterminer en connaissance de cause. Donc le temps est aussi un facteur important. Si on présente un projet à quelqu'un et que cette personne n'a pas suffisamment de temps pour s'y familiariser, on partira du principe que cette personne n'est pas réellement éclairée et ne peut pas se prononcer en tout état de cause. Ensuite, les informations suivantes doivent être transmises aux participantes et participants de manière compréhensible. Donc là aussi, c'est une loi qui est assez stricte, mais elle donne des jalons assez intéressants. Donc on peut faire voyager ces différentes informations dans d'autres contextes. Disons que si on veut vraiment être dans des clous assez stricts, même si on n'est pas soumis à la LRH, ce type d'informations sont utiles. La nature, le but, la durée et le déroulement du projet de recherche, les risques et contraintes prévisibles, les bénéfices escomptés du projet de recherche pour les participantes ou pour les tiers, les mesures destinées à assurer la protection des données personnelles.
Donc là, typiquement, s'il y a anonymisation, s'il y a stockage sur des serveurs sécurisés, etc., etc., les droits des participantes et participants, notamment le fait qu'ils et elles peuvent accéder à leurs données en tout temps, comme vous pouvez accéder aux données qui sont détenues par des prestataires de services auxquels vous souscrivez. Et finalement, la réutilisation envisagée des données personnelles, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important si vous prévoyez de transmettre vos données, de dire ça. Je me permets une petite parenthèse pour répondre à des questions qui avaient été posées tout à l'heure. Moi, comme je travaille chez Force, on a un répositoire où on peut déposer des données. On établit des contrats spécifiques pour chaque projet de recherche hors CC. Donc on peut choisir d'utiliser des Creative Commons, mais on peut aussi choisir d'avoir des contrats spécifiques. Et dans ces contrats spécifiques, on peut mettre des clauses, par exemple, de fermeture, d'embargo, d'accès contrôlé, etc., etc. Donc si on ne veut pas rentrer dans quelque chose de standard, on peut avoir des contrats sur mesure. Et en règle générale, quand il y a des données sensibles, eh ben, on va avoir un régime d'ouverture modulaire. D'accord ? Donc si on veut contrôler qui a accès, pourquoi, pour quelles raisons, on peut le faire. Voilà. Donc là, il y a des modèles sur le site de SwissEthics, vous pouvez aller voir, et c'est des modèles qu'on conseille souvent parce qu'ils sont très exhaustifs. Après, on peut les nettoyer, ils sont plus ou moins longs, mais disons qu'il y a tout. Si on veut être vraiment zélé, il y a de quoi faire. Maintenant, la réutilisation des données, elle est un petit peu plus simple, étonnamment, quand on en vient à la LRH, avec des données personnelles de santé, donc pas forcément avec le matériel biologique ou pas, mais elle est prévue et elle est réglementée. En ce sens, cette loi est assez bien faite, parce qu'elle prévoit plutôt tous les cas de figure. Maintenant, elle est prévue et réglementée, mais plus ou moins aisée en fonction du type de données concernées. Si on a du matériel biologique et des données génétiques, on n'est pas soumis au même régime que si on a uniquement, entre guillemets, des données personnelles non génétiques. Et la distinction qui s'opère là, elle est surtout en termes de consentement. Par exemple, quand on parle uniquement de données personnelles, d'accord, non génétiques, eh bien, on peut avoir un consentement général à des fins de recherche non encore spécifiées, avec une information adaptée. Donc, dans ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle le fameux consentement général. D'ailleurs, quand vous allez au CHUV vous faire traiter, vous pouvez signer un formulaire comme quoi vous donnez vos échantillons à la science, en quelque sorte. Ça, c'est parce que c'est permis quelque part. Cette notion-là est à l'intérieur dans l'ADN de la LRH. Et quand on a des données personnelles de santé, on peut, mais il faut que ce soit prévu avec une information claire, prévoir la réutilisation avec un consentement général. C'est peut-être un peu plus compliqué quand on est sous des régimes type LPD, LPRD, etc. Mais le principe est plus ou moins le même. D'accord ? Aussi une autre parenthèse, par rapport à la finalité, il faut savoir par exemple que pour les recherches qui ont une visée historique, c'est déjà difficile de promettre l'anonymat, mais là on peut avoir aussi des régimes d'ouverture un peu plus larges, parce que si on donne un témoignage pour l'histoire, évidemment, il pourrait être beaucoup plus ouvert que si c'est une enquête sociologique sur une thématique où on donne les données pour une seule finalité. Là, en l'occurrence, on peut avoir un consentement général à des fins de recherche, et sachez par exemple que typiquement chez Force, quand on archive les données, elles sont accessibles uniquement à la communauté de recherche. Donc ça reste assez fermé en termes de destinataire, et ça c'est important parce que du coup ça permet un pas supplémentaire vers la réutilisation, vu qu'on n'est pas en open bar pour tout le monde et pour tout type d'utilisation. Finalement, lorsque les données personnelles non génétiques sont codées, la personne source ne doit pas être opposée à leur réutilisation. Donc si on les code, c'est-à-dire que si on transmet des données qui peuvent être considérées comme anonymes pour le récipiendaire ou la récipiendaire, on doit dire à la personne qu'on va le faire et la personne doit juste ne pas s'opposer. Si elle ne s'oppose pas, on n'a aucun problème. Donc c'est un régime qui est bien fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?